bienvenue ce soir. Bienvenue aussi aux personnes que je rencontre pour la première fois. Comme d'habitude, on va commencer par les questions. Si vous en avez, toutes les questions sont bienvenues. Ça peut être des questions plus personnelles, liées à l'éveil, ou au cheminement vers l'éveil, ou compréhension de ce qu'est l'éveil, ou des questions plus générales aussi. Bonjour, j'ai une question qui me travaille depuis quelque temps. J'ai lu un peu partout, chez quelques grands maîtres, et dernièrement Eckhart Tolle, dans une interview, le disait encore, c'était avec Oprah Winfrey, il recommande d'être dans son corps, de ressentir son corps, de le sentir vivre, vibrer. C'est une forme, apparemment, de méditation. Mais, d'un autre côté, je crois comprendre qu'on est avant tout esprit et que le corps, c'est pas grand-chose. Alors, il y a un paradoxe que je n'arrive pas à faire coïncider. Est-ce qu'il faut lui répondre à ça? Le corps est inévitable pour le moment. D'accord. Mais il y a quand même quelque chose qui... Ma question. Vous attendez que je trouve la réponse. Je vais vous répondre. Je vais voir d'abord s'il y a peut-être d'autres questions ou si je commence tout de suite par la vôtre. Il y a une dimension de cœur qui est régulièrement abordée, en tout cas j'entends régulièrement. Et j'aimerais bien que, voilà, j'aimerais bien un peu développer cette dimension-là, de pouvoir voilà, peut-être la présenter, les chemins d'accès. Je voudrais qu'on puisse aborder l'impact que les croyances ont sur le fait qu'on ne puisse pas être présent et pas pouvoir évoluer, ainsi que il y a un truc qui me tracasse pour le moment, c'est le silence et l'obscurité. Voilà, et à mon avis, ces deux-là sont reliés avec les croyances. Voilà. Une dernière? Moi. C'est ce que Madame disait, qui a fait ricocher. Je pense que c'est dans les croyances aussi, mais je voulais m'en assurer. Il y a dans des moments de méditation, j'ai l'impression de me dissoudre, il y a une peur qui fait surface. Et c'est la peur de disparaître, je pense, la peur de la folie, parce que pour moi, ça laisse montrer. J'en ai parlé une fois à Lara, qui m'a dit, c'est pas grave, vous laissez tomber à travers. J'ai l'impression que je vais tomber dans un trou, je vais disparaître, mais c'est pas grave, vous laissez tomber, et puis après vous revenez. J'ai jamais réussi. Et voilà, cette peur de disparaître. C'est qu'il y a quelque chose qui disparaît, j'imagine, quand on fait bon. Je crois que c'est une croyance, et je sens que ça entraîne énormément dans les états d'extension.
il y a un grand paradoxe, c'est que on est tous ici en vie. Ça, c'est un fait sur lequel on peut tous être d'accord. Et puis on vit cette vie humaine avec ce grand paradoxe qu'on peut vivre toute une vie humaine sans savoir qui on est vraiment. Le paradoxe, c'est que on peut vivre une vie humaine sans savoir qui on est vraiment, et ça marche. Et en même temps, ce qu'on est vraiment, toujours présent, toujours là, dans l'instant, dans le moment, ce qu'on est présent est toujours là. Ce qu'on est toujours présent, est toujours là. Et pourtant, on peut vivre une vie humaine entière en passant à côté de ce qu'on est. Ce n'est pas faute que ce qu'on est vraiment est loin. Ce n'est pas faute de ce qu'on est vraiment. Ce n'est pas parce que c'est inaccessible, c'est pas parce que c'est loin. On baigne dedans tout le temps, en ce moment, à tous les moments, on est dedans. Et chaque être humain, chaque parcelle de vie est pleinement ça. Quand je dis ça, c'est pour mettre un mot sur notre vraie nature. Il n'y a pas un endroit dans ce qu'on appelle l'univers qui n'est pas plein de ça et complètement ça. Et nous aussi, les êtres humains, on est pleinement ça. Alors c'est ça le paradoxe. C'est que ce qu'on est, on l'est déjà pleinement. Et c'est déjà là. C'est là en ce moment. Et en même temps, donc c'est accessible. Et en même temps, on peut vivre une vie entière en passant à côté. Et c'est là où c'est dans ce paradoxe, c'est à partir de ce paradoxe que émergent les questions. S'il y avait une méthode pour être, s'il y avait une méthode pour découvrir ce qu'on est vraiment, une méthode qui marche, mais moi j'aimerais bien l'avoir trouvée, mais je ne l'ai pas trouvée, et ce qu'on voit c'est qu'il y a d'innombrables méthodes qui ne marchent pour personne, sauf pour la personne pour qui elle marche. En général, c'est ça. Et donc, c'est ça le paradoxe, parce qu'en fait, je vais commencer par le plus radical, et puis par ce qu'on appelle la vérité, et puis je vais rentrer dans la vérité relative. La vérité, c'est que tout mouvement qu'on fait pour essayer d'atteindre, d'être, de découvrir, est en fait un mouvement du mental, et que c'est par l'arrêt de ces mouvements qui ne sont absolument pas nécessaires, que l'évidence de ce qu'on est, qui a toujours été là, qui ne date pas de votre naissance ni de la mienne, qui a toujours été là, et qui va être là encore après votre mort, et puis la mienne aussi, est vue. Mais le mental, la pensée, l'effort, les croyances, essaie de trouver une manière, un moyen, un échappatoire, une sortie, un comment. Et il n'y a pas de comment pour être. Alors, c'est pour ça que dans les traditions spirituelles... Donc ça c'est là. Si on entend vraiment ça, on est libre. Parce qu'on est déjà pleinement. Donc, en fait,
le satsang, ou les voies spirituelles, c'est comme pour préparer les oreilles, les yeux, le nez, la conscience à entendre qu'on est déjà pleinement ça. Alors, donc si je donne une méthode, ça veut dire que je rentre dans le jeu du mental de comment faire. Okay. Si je ne donne pas de méthode et que ça ne clique pas, ça va être trop sec. Parce que la personne, elle est là où elle est, et puis elle a envie, elle a un élan de l'intérieur qui la dépasse, qui est plus grand que son ego, hein, et que ses croyances. Il y a un élan qui la pousse à vouloir découvrir qui elle est. Et elle a légitimement, honnêtement, envie de savoir comment. L'autre paradoxe, c'est que la personne, elle veut découvrir qui elle est, elle veut s'éveiller. Mais l'éveil, c'est comme... L'éveil, c'est ce qu'on est vraiment. Ce qu'on est, c'est pas une personne. Ce n'est pas un être humain. Là, ce qu'on est, c'est difficile de mettre un mot dessus, mais on peut, par exemple, on peut appeler ça la conscience, ou l'être, ou la présence, mais ça, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un être humain. C'est la même présence qui vit ici, là, qui fait que ça, c'est présent. La fleur est présente, l'espace est présent. Donc c'est ça aussi le paradoxe, c'est que la personne, elle voudrait atteindre l'éveil, mais l'éveil n'est pas quelque chose de personnel. Alors la personne s'imagine que donc elle va devoir disparaître, etc., etc. En fait, il n'y a rien qui disparaît parce que tout ce qui est dans le moment est inclus dans ce qu'on est. Donc ce qu'on est, le mental, il se protège, il pense que si il va réaliser qui il est, la personne va disparaître, mais il n'y a rien qui disparaît. C'est simplement que c'est tout ouvert et tout inclus. Et après, comment est-ce que je veux dire ça, c'est... S'il y a une méthode, okay, la méthode c'est de voir, c'est de regarder, c'est d'ouvrir, de s'ouvrir à voir, à regarder. Donc, l'être humain, il passe son temps dans les histoires qui se racontent, à justifier les histoires qui se racontent, et ça peut être vu. Tout peut être de plus en plus vu, mais pas comme quelque chose pas un voir qui va séparer, je me sépare de plus en plus, mais un voir qui inclut de plus en plus. Donc, parce que ce qui voit à l'intérieur, c'est pas l'ego, c'est pas le moi, il y a quelque chose d'autre qui voit à l'intérieur. Et ce quelque chose d'autre qui voit, ça c'est ce qu'on est. Alors d'abord on sent qu'il y a quelque chose qui voit. Et puis moi je sens que je vois. Et puis petit à petit, ce qui voit prend de plus en plus d'espace, de plus en plus de place à l'intérieur. Et quand ça prend toute la place, alors c'est ce qui voit qui est à l'avant. Et le moi, l'ego, il est vu par ce qui voit. Ce qui voit, c'est un espace tout à fait ouvert. Et le mental, il fonctionne toujours dans la dualité, c'est-à-dire par opposé. Donc il y a le corps et puis il y a l'esprit. Ici, on est en bas et puis on peut aller en haut, n'est-ce pas? Il y a la peine et puis il y a les états d'expansion. Et le mental, c'est un mécanisme de défense, de protection au départ. Il y a une partie du mental discriminant, je vais à gauche, je vais à droite, il est 4 heures, d'accord. Mais ça, c'est aussi pour arriver à fonctionner dans ce monde. Parce que le monde, ici, c'est un grand mystère. Ici, on vit à travers une conscience collective et
des croyances qui disent qu'ici on est en Belgique, que ici c'est comme ci, que ça c'est en haut et que ça c'est en bas, mais c'est juste des croyances que les êtres humains ont adoptées, mais les fourmis qui vivent en Belgique, elles ne savent pas qu'elles sont belges, et les baleines qui communiquent par ultrasons à travers les océans, leur réalité est tout à fait différente de ce que c'est ici. Pour nous, donc le mental, c'est un outil pour arriver à vivre et à fonctionner dans le monde. Alors, il y a une partie du mental qui est très utile. Le mental, il est aussi comme un mouvement de défense, de protection du petit corps de l'individu. Donc il va séparer. Il y a le corps et puis il y a l'esprit. Et l'invitation, c'est de laisser ces croyances qu'il y a le corps et qu'il y a l'esprit, et d'arriver à quelque chose de beaucoup plus inclusif. Donc le corps, il est complètement inclus dans la présence. Le mental, il est complètement inclus dans la présence. La personne, elle est bienvenue dans la présence. Tout est bienvenu dans cet espace-là. Alors, à ce moment-là, tout peut être une porte d'accès. Il faut bien commencer par quelque chose. Alors, tout peut être une porte d'accès. Alors, si beaucoup de gens sont déconnectés de leur corps, alors si je sens mon corps, la présence de mon corps, la présence autour de mon corps, les sensations, eh bien je vais arriver à un sentiment de présence. Et ce sentiment de présence, il est beaucoup plus proche de ma vraie nature que ce que le mental raconte. Donc le corps, ça peut être une porte d'accès. Tout peut être une porte d'accès. La pensée peut être une porte d'accès. Mais la pensée, pas dans le sens, parce que je monte dans le train de la pensée. Parce qu'en fait, l'être humain se dit, ah oui, je médite, donc maintenant je vois mes pensées, je peux voir mes pensées, c'est déjà bien, parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ne voient pas leurs pensées, qui sont identifiés à leurs pensées. Mais, donc je suis là, je médite, je vois mes pensées, puis je vois que je peux rentrer dans le train des pensées. Donc, mais la pensée aussi, ça peut être une porte d'accès, parce que rien que le fait de croire qu'on est un être humain qui est né à telle date et puis qui vit sa vie humaine et qui va mourir un jour, c'est une pensée. C'est comme la pensée de départ à partir de laquelle toutes les autres pensées découlent. C'est la tête du wagon, la tête du train. Donc, ça veut dire que tout peut être regardé à partir d'un espace ouvert. Les pensées. Est-ce que c'est vrai cette pensée-là? Donc, quand on parle d'éveil, c'est pas que l'individu va avoir un gain, parce qu'avant il est endormi et après il va être éveillé. Donc c'est un gain en plus, parce que dans notre société on pense comme ça. On pense qu'on n'est pas assez bien et qu'on se perfectionne, et que donc on est endormi pour s'éveiller. Non, non, c'est pas du tout ça. Donc, l'éveil, c'est de oser s'ouvrir à la vie sans gain, ni profit et sans espoir. Parce que et là, c'est intéressant de regarder comment notre vie, comment elle se dirige. Elle est dirigée, j'en ai parlé la fois dernière, elle est dirigée par quoi? C'est quoi l'intention qui motive ma vie? Alors si l'intention qui motive ma vie, c'est de m'éveiller, et que m'éveiller, ça veut dire m'éveiller, ça ne veut pas dire m'éveiller comme moi je l'entends, parce que moi peut-être que j'entends m'éveiller, c'est des choses que j'ai vues dans un livre. Alors le mental, il est très très fort pour recréer aussi toute une série d'expériences qu'il a lues, et puis il est très fort pour recréer ça. Donc si l'intention, c'est de vraiment découvrir ce que je suis, qu'est-ce que c'est la réalité? Si c'est vraiment ça l'intention, et alors nécessairement tout va se mettre en place pour que ça puisse se faire, se déployer. Alors
Donc c'est un petit peu ça la réponse. Si le corps est une porte d'accès, mais oui, mais tout est une porte d'accès. Le moment présent, il est une porte d'accès. S'éveiller, ça veut dire que on voit la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc c'est quoi que j'ai envie? Est-ce que je veux voir la réalité telle qu'elle est, même si ça veut dire, parce que je ne sais pas, qu'est-ce que je vais trouver si je regarde la réalité? Est-ce que je veux vraiment voir la réalité telle qu'elle est, même si ça veut dire que je vais être, je ne sais pas, je vais me sentir mal. Parce que si la réalité, on s'imagine que la réalité c'est la lumière, etc. On ne sait pas. Est-ce que je suis prêt à découvrir la réalité au détriment de me sentir bien, au détriment de trouver ce que j'espère trouver? C'est un blocage. Non, il n'y a pas de blocage. Si, ça provoque un blocage. Dans la mesure... Je vous dis, il n'y a pas de blocage. Tout ce que vous appelez un blocage, ça peut être accueilli. C'est simplement, il y a simplement ce qui est. Il y a toujours simplement ce qui est. Après, il y a la pensée qui dit que ce qui est, c'est un blocage. Pour moi, pour vous, ce qui est, c'est un blocage. Pour moi, ce qui est, c'est ce qui est. C'est ça, la liberté de l'éveil. C'est que ce qui est, c'est ce qui est, et que pour les autres, ce qui est, c'est un problème, ou c'est un blocage. Mais pour moi, ce qui est, c'est ce qui est. Alors, si moi, je suis libre, c'est pas parce que je suis dans un état X, c'est parce que ce qui est, c'est ce qui est, et moi, je me suis abandonné à ce qui est. Alors, mais, donc, ce qui est, c'est le mouvement de la vie tel qu'il se manifeste dans le moment. Alors, est-ce que je suis en lutte par rapport à ce mouvement-là, au mouvement de la vie tel qu'il est? Est-ce que je considère que c'est un blocage? Ou est-ce que je considère que c'est un problème? Parce que le mouvement de la vie, on n'a pas beaucoup d'action dessus. Il se fait que la vie, elle est faite de telle sorte que là, on est dans un univers et on arrive à marcher, à penser, etc. Mais on n'a aucun impact dessus. Bon, on ne sait pas. La seule chose les hommes arrivent à faire, c'est augmenter de 1 degré la température d'écosystème. C'est tout ce qu'ils arrivent à faire. Et pour le reste, on ne sait pas. On ne sait pas faire grand-chose. Donc, on n'a pas un grand pouvoir d'action sur la vie telle qu'elle est. Mais on a un grand pouvoir d'action sur comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on va penser sur ça. Donc, soit, on va dire, le moment tel qu'il est, c'est un problème. Mais pour moi, le moment tel qu'il est, il est tel qu'il est. Parce que ça peut être vu que si je dis le moment tel qu'il est, c'est un problème, le problème, il vient du fait que j'ai pensé que c'est un problème, pas du moment tel qu'il est. Le moment tel qu'il est, il est toujours tel qu'il est. Donc, est-ce que moi, je peux m'abandonner complètement au flot de la vie? Mais non, je ne peux pas m'abandonner parce que je veux atteindre l'éveil. Okay? Et tant que je n'aurai pas atteint l'éveil, je ne pourrai pas m'abandonner au flot de la vie. Parce que ce que je veux, c'est atteindre l'éveil. Mais est-ce que je peux m'abandonner complètement au fait qu'en ce moment, ici, là, dans la seconde d'après, on ne sait pas. Mais en ce moment, c'est ça que je vis. Est-ce que je peux m'abandonner complètement au fait qu'en ce moment, ce que je vis, c'est l'incomplétude, c'est le drame, c'est la souffrance? Est-ce que je peux complètement m'abandonner à ça? Donc l'éveil, c'est aussi au niveau du cœur, c'est aussi que c'est comme si la résistance, elle était usée. La résistance, face au flot de la vie tel qu'il est dans le moment, elle a été usée. Ça, c'est au niveau du cœur. Parce que sinon, on va vivre des états, et puis quand les états ne vont plus correspondre à ce qu'on veut qu'ils soient, alors à ce moment-là, on va dire qu'on a perdu l'éveil. Et quand on va être dans ces états, on va dire qu'on est dans l'éveil, et puis quand on n'a plus l'état, on va être triste que c'était mieux comme c'était avant. Okay? On va être triste que c'est mieux comme c'était quand c'était ouvert. Et au niveau du cœur, c'est un abandon complet à ce qui est dans le moment. Ça, c'est vraiment la grande clé. Mais la grande clé,
Mais il y en a plein de portes. Donc c'est ça la vérité relative et la vérité dont vous parliez tout au début. Je vais parler du paradoxe, de la vérité relative et de la vérité. La vérité relative, c'est des expériences occasionnelles, mais où on résiste et on retombe dans... Il n'y a pas de vérité relative, d'accord? Ah. Chacun a sa vérité relative. Mais le mot, moi, vérité que j'emploie, il n'y a pas de vérité de... Vous avez votre vérité relative, elle est aussi relative que la mienne, donc je ne peux pas essayer de vous convaincre que ma vérité vaut mieux que votre vérité, ou l'inverse, ça ne marchera pas. Mais quand j'emploie le mot vérité, c'est comme pour employer le mot réalité. Donc comment est-ce que je peux passer de ma vérité relative à la réalité? C'est ça le paradoxe. Alors vous pouvez essayer en vous détendant complètement dans votre corps. Tout ce qui vous amène à la détente et à l'ouverture, ça va dans le bon sens. Tout ce qui vous amène à moins juger, à pouvoir voir les jugements que vous avez, à pouvoir voir les réactions que vous avez, à être de plus en plus présent, ça va dans le bon sens. Parce qu'en général, les gens ils vivent en automatisme toute la journée, parce qu'ils sont identifiés, ils ne sont pas conscients, et puis ils vivent comme ça. Et en plus, quand ils ont des moments de conscience, c'est souvent parce qu'ils souffrent trop. Alors ces moments de conscience, ils sont même insupportables, ce qui est dommage. Alors l'invitation, justement, est de s'ouvrir complètement quand c'est difficile. Vous avez parlé de Berthollet, c'est ça qui s'est passé pour lui hier. Mais c'est quelque chose qu'on peut... pas quelque chose qu'on peut faire, c'est comme quelque chose qu'on peut accueillir. C'est comme ce qui s'ouvre, c'est quelque chose de plus grand, de plus puissant que le moi. Donc le moi, il peut simplement, humblement se déposer là-dedans, demander ça. Mais il ne peut pas le faire lui-même. Tant qu'il croit qu'il peut y arriver par lui-même, ben, il va essayer d'y arriver. On n'a jamais vu un moi qui a réussi à s'éveiller. Ça, au moins tout le monde est d'accord là-dessus. Ça ne marche pas. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à cet épuisement? Soit parce qu'on est intense et on essaye beaucoup, jusqu'au moment où on s'épuise et puis on se détend. Ou bien parce qu'on a trouvé la bonne porte. Alors il faut essayer de trouver la bonne porte. Pour soi. La bonne porte pour soi. Voilà. Et la bonne porte pour soi, elle est toujours juste devant nos yeux. C'est simplement la vie. C'est simplement la vie telle qu'elle se présente à l'instant. Très frustrant de savoir ça. C'est très frustrant, très libérateur. Je pense que c'est vous qui décidez que c'est très frustrant. Moi, je trouve que c'est très libérateur. Voilà. Donc c'est ça. Mais si dans le moment, vous dites que c'est très frustrant, puis vous riez aussi avec ça, ce qui est très important, à ce moment-là, ça peut devenir libérateur. Parce que vous n'avez pas le pouvoir du moment, mais vous avez le pouvoir de vous rendre compte de ça. Et alors, c'est pour ça que souvent, quand on s'éveille, on rit. Parce que c'est drôle. C'est drôle de voir qu'on pensait que c'était frustrant, alors qu'en fait, c'est libérateur. Mais ça, c'est aussi... chaque être humain a un grand pouvoir d'éveil et de... Ton téléphone au niveau de ton... Ah, merci. L'être humain a un grand pouvoir intérieur d'éveil. Il n'y a vraiment rien qui empêche, il n'y a pas d'empêchement. Donc ça, c'était la première réponse. Et puis, merci beaucoup. Et puis, alors est-ce que le guide, il est là en ce moment, ce dont vous avez peur, ou est-ce que c'est pas là en ce moment? Pardon? Non, ce dont j'étais en train de dire dans la collection qu'il y avait juste de la chaleur et il n'y a plus la peur. Mais là, voilà. Mais la peur, elle est bienvenue aussi. Ouais. Parce que la peur, elle n'est pas un obstacle. La peur, elle dit, ah, ça, il faut traverser. La peur, elle dit, il faut sauter. Il y a un mouvement à l'intérieur qui dit, il faut sauter. Et ce même mouvement dit, j'ai peur. C'est la même force, en fait. Et c'est plus de simplement accueillir complètement. Parce que c'est une croyance aussi qu'il faut sauter.
Sauter. Hein? C'est une croyance qu'il faut sauter. Et puis récemment, il y a un homme qui a sauté de 35 000 mètres, je crois, ou quelque chose comme ça. Ou kilomètres, je sais pas, je suis pas loin en quelque chose. 35 000 quoi. 35 km. 35 km, merci. 35 km. Donc maintenant, il a sauté pour tout le monde. Donc c'est bon. Donc c'est bon, je pense. Je pense qu'il a, à travers lui, l'humanité a fait un grand saut. Donc je pense qu'il a sauté dans le vide pour tout le monde. C'est au coup de l'homme En parachute. Il n'avait pas besoin de il verra sur lui. Donc tout ça, donc c'est ce même mouvement et l'invitation, c'est plus de simplement accueillir. C'est vrai que le vide, le mystère, mais il est là pleinement maintenant. Seulement c'est juste qu'il est simplement recouvert de ce qu'on voit. Par exemple là, vous me voyez, il y a une forme, et puis il y a la pièce, et puis il y a toutes des idées qu'on a l'impression de savoir où est-ce qu'on est. Mais en fait, il y a simplement le mystère. Il y a le mystère juste en dessous de la peau, c'est tout à fait c'est un grand mystère. Alors on peut avoir peur de ce mystère-là. On peut avoir peur du néant, du mystère, du néant. Mais il est là, juste ici, sous la peau. Et ça ne nous empêche pas de vivre. Ce mystère-là, c'est un néant, mais c'est aussi de là que vient la vie qui fait qu'il y a cette peau. Alors, l'invitation, c'est de s'abandonner au fait de ne pas savoir, à l'inconnu. Parce que l'inconnu, il est déjà là maintenant. Simplement, comme on regarde la peau, on pense que c'est connu, que c'est sous contrôle. Mais juste en dessous de la peau, c'est le grand mystère. Et l'instant d'après, il y a inconnu aussi. C'est un grand mystère aussi. Juste, là, c'est déjà le mystère, et puis ce qui est passé, c'est aussi le mystère. Donc c'est un grand, grand mystère. Et c'est très, très... c'est très planifiant de s'abandonner à l'inconnu. Donc l'éveil, c'est pas qu'on va atteindre un état d'expansion, c'est que simplement on s'abandonne à l'inconnu maintenant. Et est-ce que je peux vivre en tant qu'être humain à partir de l'inconnu et du mystère? Mais oui. C'est là que ça devient vraiment un grand fun. Parce que chaque instant, c'est une surprise venant du mystère. C'est drôle que quand je t'écoute, c'est pas seulement quand je t'écoute, mais c'est comme tous les repères autour de moi sont en train de disparaître, tout devient flou, tout devient comme du chewing-gum. Oui. Et ça le fait pas peur. Non. Mais les repères, ils disparaissent, et l'expérience qui est possible de faire, c'est que les repères, quand tous les repères ont disparu, alors il reste juste le mystère. Et ce mystère, il est incompris, et c'est de ça qu'on parle ici. Alors est-ce que les repères sont nécessaires? Ils ont servi pendant un certain temps, mais est-ce que maintenant, ils peuvent être simplement laissés pour que la vraie liberté de ce que tu es puisse vraiment prendre toute ta place?
mais tu ne sais pas ce que ça va être. Moi non plus, c'est un mystère. Je peux poser une toute petite question. C'est un mystère fixe. Ah, bah, Je ne veux pas dire justement, permanent. je C'est ne un sais mystère pas. changeant. Je ne sais pas parce qu'il est justement mystérieux. Justement mystérieux. Il y a une chose que je n'ai pas dite ici, évidemment pour les personnes que je vois pour la première fois. Tout ce que je dis ici, ce sont des approximations, puis c'est de la poésie. Enfin, pas dans le sens que étant poète loin de là, mais dans le sens que c'est comme des images, des mots, comme pour ramener à quelque chose de déjà présent et de profondément simple. Donc, comment est-ce que c'est le risque de risquer avec son cœur de vraiment être authentique avec soi, transparent avec soi-même. Je ne parle pas avec l'autre, ça c'est une autre histoire, mais avec soi-même. Et si je peux prendre le risque d'être vraiment transparent et authentique et de vraiment regarder, de poser la question, est-ce que c'est vrai? Avoir le courage de ressentir ce que je ne veux pas ressentir. La peine, si je peux vraiment m'ouvrir à ça, et nécessairement, je vais découvrir que tout ça, ce sont comme des habits, des peaux, des choses qui sont au-dessus. Et ce que je suis, vraiment, va apparaître de lui-même. Mais ça ne peut pas apparaître si je me raconte une histoire. Alors il n'y a pas de mystère. Pardon? Puisqu'on découvre. Oui, on découvre ce qu'on est. Donc il n'y a plus de mystère. Non, mais parce que là c'est comme si vous avez fait un pas trop vite. Parce que vous dites, quand on découvre, donc c'est plus... D'abord, il faut découvrir, puis vous verrez si c'est le mystère ou pas. Parce que sinon, ça reste juste un jeu d'esprit, un saut comme ça. Ça m'a très fort touché quand tu as dit un mystère, ça m'aurait donné au fait de ne pas savoir. Parce que je trouve que toute notre éducation et tout notre monde est construit sur le fait de savoir. Oui. Et pour moi, c'est un peu mon sens que c'est facile. Oui, c'est vrai. L'éveil, c'est pas... c'est un mouvement qui va à l'inverse du mouvement dans la société occidentale, qui est un mouvement où très jeune on apprend qu'on doit devenir performant et il faut performer dans le monde et puis il y a beaucoup d'énergie qui est mise pour devenir quelqu'un et apporter une contribution individuelle, ce qui est très beau, mais ça se fait au détriment de... Donc c'est comme il y a beaucoup d'attention qui est mise sur le moi. Le moi il est devenu très très important, puis il est vulnérable, puis il est vite blessé, puis il est vite pas content, puis il a plein d'opinions. Et l'éveil, c'est le mouvement inverse de revenir vraiment à soi. Et il y a vraiment deux voyages, deux apparences de voyage. Un, c'est le voyage de revenir à son être, parce qu'on peut vivre une vie humaine, même mourir sans avoir eu un moment de conscience de ce qu'on est. On peut avoir des moments comme ça. Mais c'est de découvrir ce qu'on est, et on est vraiment aussi dans une période aujourd'hui d'évolution de la conscience, où c'est plus accessible aujourd'hui que ce l'était avant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, par exemple, on a parlé d'Eckhart Tolle, c'était beaucoup diffusé, l'information est beaucoup plus accessible, il ne faut plus aller dans un monastère et attendre d'être initié pour qu'on nous fasse... Non. Aujourd'hui, c'est devenu disponible, l'information est disponible et
on a un tel paroxysme de crise que les gens se posent aussi la question de savoir, mais c'est quoi le sens et la direction que je donne à la vie, puis c'est quoi la vie, puis c'est qui que je suis. Donc il y a comme un... Après, il y a peut-être les photons du soleil, des choses comme ça, mais ça me dépasse un petit peu, mais il y a quand même quelque chose qui fait que c'est plus accessible. Et ça vient rejoindre le paradoxe que j'ai indiqué au départ, qui est que ce qu'on est déjà pleinement là. C'est pas quelque chose que j'atteins ou que je dois tenir, c'est déjà pleinement là et ça a toujours été là. Donc, c'est ça un petit peu... il y a un voyage qui est le voyage vers ça. Et puis il y a encore un autre voyage qui est encore plus extraordinaire, qui est le voyage dans ça. Parce que c'est intéressant de vivre une vie humaine identifiée. C'est intéressant. Si ce n'était pas intéressant, les gens ne passeraient pas tant de temps là-dedans. C'est intéressant. C'est dramatique, c'est autant de drame que de joie. C'est prenant, quelque part. Hein? Donc, il y a et puis, quand on voit la possibilité de découvrir ce qu'on est, alors ça c'est extraordinaire, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir à l'intérieur. Il y a l'ombre, et l'ombre, tellement, là, on n'a jamais fini. Et puis la lumière, tellement on n'a jamais fini, donc on peut vraiment... et puis il y a le passé, il y a tellement de choses à revivre, c'est tellement énorme, tout ce qu'on peut découvrir à l'intérieur, alors que la tête, finalement, elle est petite. Le corps aussi, mais il y a tellement de choses, hein, ça devient un voyage vraiment intéressant. Et puis quand on commence à découvrir vraiment ce qu'on est, qui est plus simple, la conscience qui voit tout ça et non pas ce qui est vu, parce que la maladie, c'est qu'on se prend toujours pour l'expérience des choses qu'on a et pas pour ce dans quoi l'expérience apparaît. Tu peux répéter cette phrase? Ce qu'on voit, Qu'on a. Ah, c'est méchant. La maladie, c'est que on se prend pour ce qu'on voit et ce qu'on expérimente. Alors que ce qu'on est, c'est ce qui voit et ce qui expérimente. C'est pas ce qu'on expérimente. Ah, là, j'ai eu un état d'éveil. Ah, ça, c'est encore un état. Ah, j'ai une expérience horrible, à l'aide. Donc, mais Cette phrase me coince, je ne sais pas pourquoi, mais c'est terrible. Donc, c'est ça, hein, la maladie. C'est qu'on se prend toujours pour ce qu'on expérimente et pas pour ce qui est là et puis qui voit, qui expérimente. Donc il y a le voyage vers ça qui est vraiment intéressant quand on commence à découvrir, waouh, que ce qu'on est, c'est cette conscience. Waouh, c'est intéressant de faire le voyage en tant qu'être humain avec des croyances. Puis quand les croyances changent, votre monde y change. Si vous étiez de gauche, vous voyez le monde de gauche. C'est comme, je vous disais ça, quand on est à 20 ans, il faut être de gauche, sinon on n'a pas de cœur, et à 40 ans, il faut être de droite, sinon on n'a rien compris. Donc, mais ça veut dire que quand les croyances changent, le monde que vous voyez, il change. Donc plus vous faites le ménage dans les croyances, plus vous voyez que c'est simplement des croyances. Enfin, il faut se libérer des croyances. C'est aussi une grande croyance. Parce qu'on peut simplement les laisser être là. Je veux dire, c'est comme si on a un jardin devant soi. Rien ne dit qu'il faut passer son temps à jardiner le jardin. On peut laisser le jardin être là. Il faut se libérer des croyances. Laissons les croyances être là, mais simplement sachons que ce sont des croyances. et pas les croire. Et pas les croire. Et donc, et puis découvrir que ce qu'on est, c'est beaucoup plus simple. C'est cette conscience qui est là tout le temps. Je me souviens, c'est quelque chose que j'avais lu dans un livre de quelqu'un, c'était lui, puis j'avais ressenti ça aussi, que si le matin je me réveillais comme une boîte à chaussures, eh ben ça ne m'étonnerait pas. Parce que
ce qu'on est, c'est autant la boîte à chaussures que cette forme humaine. C'est absolument incroyable de vivre, de ressentir la vie à travers cette forme humaine. Mais il faut se rendre compte que tout ça, c'est une forme humaine qui ressent ça. Ce qu'on est, c'est pas cette forme humaine, c'est cette conscience qui brille, qui est là à travers cette forme humaine, hein, qui est là aussi. Donc, l'éveil, c'est pas l'ego qui peut s'éveiller, parce que l'ego, il peut peut-être devenir un grand être éveillé ou avoir jamais plus mal, mais il n'a pas envie d'être un tableau. Ça, c'est... Ok? Donc, il ne peut pas être un tableau, surtout quand il y a quelqu'un qui est comme ça au centre du tableau. Donc, mais ce qu'on est, c'est un it, comme on dit en anglais, c'est un cela. C'est un cela qui vit complet, donc tout est inclus. Dans la tête, on fait des séparations. Le corps, l'esprit, le mental et le cœur. Moi et Dieu. Hein? Moi et la conscience. En fait, tout est inclus. Il n'y a aucune séparation nulle part. Tout est inclus dans cet océan qu'on est. Donc, après, mais ça peut être... si moi je veux m'éveiller en tant que moi, Pierre, Paul, Jacques, c'est difficile. Parce que ce que je suis, c'est pas ça. C'est plus simple, c'est un grand mystère. Alors Alors l'ego se dit, je vais disparaître. L'ego, il va rester là dans le jardin avec le reste. Donc, et puis il y a ce voyage dans ça. Et ça, c'est vraiment intéressant, de vivre en tant que ça. Parce que si de plus en plus de gens, l'humanité commence à vivre en tant que ça, on aura une autre humanité. Elle va nécessairement vivre tout à fait autrement. C'est très intéressant, ça. Donc, c'est intéressant de vivre identifié. Mais c'est intéressant de s'éveiller à ce qu'on est. Et puis c'est intéressant surtout de le vivre. Ah, c'est vraiment intéressant. Vraiment. Donc, on peut s'éveiller et ne pas le vivre. Je comprends pas. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a deux voyages. C'était juste comme ça m'était venu. On voyage vers, on se redécouvre ce qu'on est, mais il y a un autre voyage qui est encore plus intéressant, c'est de vivre cette vie humaine, quel que soit l'âge, 70 ans, 75 ans, 101 ans, 5 ans, 20 ans, 35 ans, 40, 45 ans, en étant ça. C'est vraiment intéressant. Et c'est ça c'est le potentiel qu'on a. Mais ce que je veux dire par là, c'est que découvrir ce qu'on est, ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir des grands changements qui vont apparaître dans notre existence. Ah oui. Par exemple, je donne un exemple. Ce n'est pas nécessairement le cas. Si vous vivez déjà vraiment, on va dire, vous ne savez pas qui vous êtes, mais vous vivez très en contact, en cohérence avec votre forme, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de changements, mais si vous êtes très identifié et que vous vous éveillez, vous allez vous rendre compte, mais moi, je ne suis pas cette personne, je n'ai rien à voir avec ce travail. Vous allez peut-être vivre complètement autre chose. Et c'est là où ça peut être challenging pour le moi, pour l'ego, parce qu'il y a une intention d'éveil et puis une intention de ne pas toucher à certaines choses de notre existence. Et l'ouverture à l'éveil, elle peut aussi être tout à fait radicale. C'est-à-dire inclure tout et être sans condition. C'est-à-dire je veux savoir sans condition ce que je suis. Quitte à perdre tout, quitte à ne rien gagner. Surtout, quitte à ne rien gagner et peut-être aussi quitte à perdre tout. C'est ça que peut-être il n'y a rien qui changera, mais peut-être oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de... On ne peut pas bargainer, on ne peut pas marchander avec... Alors l'ego il a peur, il n'a pas à avoir peur. Plus on devient vraiment qui on est, plus ce qu'on vit c'est en cohérence avec ce qu'on est. Donc c'est un peu ça. Mais le voyage il est vraiment intéressant, surtout après. À ne pas perdre de temps dans le premier voyage, parce que l'autre est encore plus fun. C'est encore mieux.
Mais je parle juste d'expérience, mais je trouve que c'est mieux. Donc tu as gagné quelque chose. Ah oui. Mais parce que j'ai accepté de tout perdre. C'est ça. Parce que quand tu acceptes de tout perdre, tout ce qui vient, c'est du cadeau. Ça veut dire quoi, accepter de tout perdre? Ça veut dire que pour que un moment de mystère ne soit pas simplement une expérience ou un état qui va durer un certain temps puis qui va disparaître, il faut qu'il y ait une ouverture à l'intérieur qui soit vraiment détendue et qui accueille vraiment ce mystère sans condition. Donc peut-être il n'y aura rien qui va être perdu, mais peut-être tout. Et on ne sait pas. On ne sait pas. Donc si je dis je veux ce mystère, mais je veux garder une main ici, je veux garder un pied là, alors on n'est pas vraiment dans l'inconnu. Ça, c'est pas le moi qui décide. C'est pas la personne qui décide ça. La personne, elle peut décider jusqu'à un certain point. Elle peut décider jusqu'à un certain point. La personne, elle ne peut pas s'éveiller, ça pas. Mais elle peut décider de dire, écoute, honnêtement, là, je sens, je me sens prêt, je me sens prêt à m'abandonner, je sens que je ne résiste plus. Et quand il n'y a plus tout ça, ben, naturellement, ça va se faire. Donc il y a quand même un choix. La personne, elle a un pouvoir jusqu'à un certain point. Elle ne peut pas le faire. C'est comme, mais elle peut, pour utiliser une image, elle peut regarder sur le bord du rivage, et puis elle peut rentrer les pieds dans l'eau, puis elle peut rentrer jusqu'au cou. Puis elle ne peut pas plus parce que ça, elle ne sait pas respirer dans l'eau. Mais elle peut, jusqu'au cou, elle peut rentrer. Alors, et ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui doit être violent, ça peut être très doux, parce qu'il ne s'agit pas de se faire violence, il s'agit simplement d'avoir de la... Tout ça, c'est un mouvement, comme je disais, pas un mouvement séparateur, c'est un mouvement inclusif, de grande inclusion. Donc la personne, elle peut aller jusqu'à avoir la tête juste hors de l'eau. Donc quand tu sens que tu fais violence, c'est que tu n'es pas dans le bon. C'est exactement ça. La personne a bien compris. Et c'est la personne qui comprend. Le moi. Voilà. Oui. C'est une question. On ne sait pas, je ne sais pas. Un mystère. Je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup de réponses. J'ai parlé comme si j'avais plein de réponses, mais je ne sais pas grand-chose. Une autre manière de... Ce qu'on est, cette présence-là, c'est un X, c'est un cela. Puis c'est aussi... c'est pas quelque chose qui est protégé. C'est pas quelque chose qui est guerroyant, qui est protégé. Non, ça n'a rien à se protéger. Il ne peut rien lui arriver. Donc aussi, chaque fois que je vais faire un mouvement du cœur, chaque fois que je vais avoir un mouvement du cœur, chaque fois que je vais avoir un mouvement du cœur qui va dans le sens de la non-protection, mais ça fait peur, la non-protection. Dans le sens de vraiment en contact, de ne pas être en résistance, de ne pas être en défense, de vraiment à l'écoute à l'intérieur. Je n'ai pas répondu à votre question encore. Non. C'était, rappelez-moi la question. Parce que maintenant ça fait longtemps. C'était avec les croyances. Au sujet des croyances et au sujet de quelque chose qui survient plus intensément maintenant.
le silence de l'autre, de ce qui est devant moi, et l'obscurité. Tout à l'heure, quand j'étais dans la voiture, je me demandais, est-ce que c'est le phénomène de mes croyances qui fait que s'il fait brusquement noir sur la route, je vais avoir tendance ou si je suis à pied, à faire ça comme s'il y avait une paroi devant moi, alors que le chemin est le même. Donc si la lumière est là, ben, je vais avancer, j'ai mes points de repère et j'avance. Et s'il fait noir, tout d'un coup, ça m'arrête. Alors je me dis, si je suis présente à moi, ça ne devrait pas m'arrêter. Je devrais pouvoir continuer à marcher. Non, si vous êtes présente à vous, si vous n'êtes pas présente à vous, vous ne vous rendez pas compte que ça vous arrête. Si vous vous rendez compte que ça vous arrête, c'est-à-dire que vous êtes présent à vous. Oui. Donc vous êtes présent à vous et vous vous rendez compte que ça vous arrête. Oui. Et puis là, vous pouvez vous ouvrir à ça, donc vous pouvez vous fermer à ça. Si je m'ouvre à ça, je continue le chemin. Je ne sais pas, vous pouvez vous ouvrir à ça, peut-être vous allez continuer le chemin, peut-être vous allez simplement vous ouvrir à ça, je ne sais pas. Et pourquoi je me pose cette question-là maintenant? Enfin, je sais que c'est absurde, c'est peut-être absurde ce que je viens de dire, mais pourquoi tout d'un coup ça me préoccupe? Mais vous voyez, déjà vous avez posé une question. D'accord? Oui. Puis vous vous demandez pourquoi est-ce que ça vous préoccupe. Pourquoi c'est là? D'accord. Mais est-ce que vous pouvez simplement voir cette pensée-là et la laisser passer et pas vous en inquiéter? C'est une pensée qui vient et vous la laissez passer. Parce que, vous voyez, il y a un espace où on a envie de comprendre. Ça vient de l'élan de l'intérieur qu'il faudrait comprendre comment on fonctionne, puis changer ça, puis se libérer des conditionnements. Mais regardez aussi, comment je vais dire ça? Quand vous dites pourquoi ça me préoccupe, d'accord? Est-ce que vous pouvez voir que ça c'est une pensée? Oui. Je ne dis pas ça pour pas vous répondre ou pour vous bloquer dans votre élan. Mais c'est important de pouvoir voir, de voir ces mouvements-là, parce que ces mouvements-là, sinon c'est comme une puce qui est toujours en train de sauter, et puis ça vous fait sauter. Et puis quelque part, c'est important de prendre le temps de se poser et se déposer là où la puce, elle touche chaque fois. Et donc, ce qui venait là, c'est que quand je pose une question, et ça, il y a un parallèle avec le silence, j'occupe le silence aussi, c'est pour ne pas sentir à quel point ça, le stress qui vient à un certain moment, si je suis soit, ça paraît bête, que si j'étais un enfant dans le noir complet ou dans un silence, pas n'importe quel silence bien sûr, pas le silence qu'on a vécu tout à l'heure, mais un silence un silence lourd, quoi. C'est possible voilà. Que pour vous... Et donc j'occupe. Oui, c'est possible que pour vous, si vous ne suivez pas ce mouvement de la pensée, de la puce qui saute, ça peut être un mouvement pour se protéger d'une zone plus inconfortable à l'intérieur. Mais si le silence a fait chez vous monter cette zone inconfortable, c'est important de l'accueillir. Aujourd'hui,
L'enfant n'a pas pu, mais aujourd'hui ça peut être accueilli. Et en accueillant cette zone-là, en respirant, en étant dedans avec douceur, avec bienveillance, vous pouvez descendre plus profond dans le silence. Parce que, quelque part, il n'y a aucune réponse que vous allez trouver mentalement qui va être satisfaisante. Ce n'est qu'en vous déposant de plus en plus dans le silence à l'intérieur, c'est plus ça devient silencieux, plus la réponse elle vient. Mais elle ne vient pas sous une forme mentale comme une réponse. Vous devenez de plus en plus ce silence qui est la réponse. Donc c'est pour ça que moi je vous invite à voir ce mouvement-là. C'est bon d'avoir un mouvement d'autocritique et comment est-ce qu'on dit ça, de voir avec perspicacité ce qui se passe, mais ça c'est bon, mais ça entre des moments de silence, de revenir au silence entre. Parce que c'est que le silence qui est, quand vous déposez là, qui peut vraiment vous nourrir aussi. Parce que sinon, vous allez passer de compréhension en compréhension et ce ne sera jamais tout à fait nourrissant. Plus on laisse dans notre vie la place à ce silence-là, plus ce qu'on est devient évident. Et ça ne veut pas nécessairement dire de vivre en silence. Par exemple, moi je parle beaucoup ce soir, mais le silence il est évident pour moi de la même manière. Il y avait une question sur le cœur. Non mais ça j'ai déjà beaucoup répondu. Oui. J'ai lu dans ton livre que tu parles que l'illumination peut se faire ici maintenant. Ah, toujours. Ce qui est très enthousiasmant. Ah, oui. Et la ligne après, tu dis également que ça peut se passer dans 150 vies. J'ai dit ça. Oui. Il faut la supprimer. C'est magnifique. Mais quelle vie ça justifie? Les 150 précédentes. Puisque la vie est. Mais oui. Juste. Parfois aussi, la croyance que l'illumination doit se produire ici et maintenant, c'est encore un obstacle. Ça peut aussi être encore un obstacle. Comme s'il devait encore y avoir quelque chose de plus que la vie est. Parce qu'en fait, il n'y a que ce qui est. Ça aussi, c'est dans le livre. Souvent, il n'y a que ce qui est. Ce qui est, c'est est. Après, la croyance qu'il y a une illumination qui doit se passer maintenant, qu'elle peut se passer maintenant, c'est un obstacle parce qu'il n'y a que ce qui est. C'est comme encore rajouter quelque chose sur l'évidence d'être. Elle n'a pas besoin d'être une illumination. Vient après la croyance que être ou être illuminé correspond à un certain état. N'est-ce pas? Et le désir de pouvoir vivre cet état. La question est de savoir si on s'est abandonné à ce qui est ou pas. Parce qu'il n'y a que ce qui est. Moi, je ne vis pas un état particulier, mais je vis simplement ce qui est. Ou je dirais ça autrement, je dirais que ce qui est chez moi, il n'y a plus aucun critère ou aucun concept de comment ça devrait être. Ce que je suis, j'ai plus un critère ou un concept, donc je n'ai plus quelque chose à atteindre. C'est simplement ce qui est. Et dans ce qui est, il y a l'évidence d'être. Elle est auto-évidente. En anglais, on dit self-evident.
Est-ce que ça c'est clair? Moi j'ai une question sur le taux vibratoire. Ah oui. Parce que c'est de l'ordre du ressenti, donc c'est difficile à... Mais le taux vibratoire, il change. Quand si vous vous êtes identifié à votre mental ou à votre ego, ben vous avez un taux vibratoire comme ça. Et plus votre identification elle est lourde, et le paquet, l'histoire que se raconte l'ego et le mental est lourd, plus le taux vibratoire il est bas. Et puis si vous n'êtes pas identifié à votre histoire, à votre ego, ben, l'ego, c'est l'ego de personne, on s'entend bien, et ben c'est sûr que le taux vibratoire il est différent. Et quand il y a les moments où on est plus en présence avec soi-même, avec ce qu'on est vraiment, le taux vibratoire est différent. Si vous êtes vraiment abandonné à ce qui est, à la vie, à l'être que vous êtes, ben, le taux vibratoire il est différent que si vous êtes en résistance. Et ça, indépendamment de l'expansion, de la résistance qu'on peut... Pardon? C'est après tout effet de résistance ou d'expansion. Je peux dire ça autrement. Un satsang, c'est l'occasion de rentrer dans un taux vibratoire plus élevé. C'est vrai. Voilà. Et je peux arriver dans un satsang en étant dans un état d'esprit d'expansion, c'est-à-dire plutôt ouvert. Mais je peux aussi rentrer dans un état d'esprit de résistance. C'est vrai. Mais ce qui est merveilleux, oui, voilà, ce qui est merveilleux dans les deux cas, c'est cette bienvenue, c'est ça. Vous êtes bienvenu dans les deux cas, jusque quand cette évidence que vous êtes bienvenu dans les deux cas, vous l'avez fait vôtre. Et continuez. Non? Donc ce taux vibratoire élevé, c'est de l'ordre de l'expérience. Oui. C'est comme... L'expérience de qui? Voilà. C'est la question qu'il faut poser. Et non pas s'arrêter à l'expérience elle-même. Voilà. Mais l'expérience, c'est comme le miel ou le pollen pour attirer l'abeille qui vient butiner la fleur. Donc l'expérience de qui? Ça c'est la question qu'il faut poser. Si c'est la vôtre. Est-ce que c'est la vôtre? Question. Hein? Oui, c'est une question que je me pose. Posez-la vous alors. En permanence. Commencez par maintenant. Oui. C'est quoi la réponse maintenant? Alors? C'est pas de réponse. Ok. Pourquoi vous n'avez pas de réponse? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est insaisissable. D'accord. Alors n'essayez pas de le saisir. Simplement, soyez. Oui. Soyez-le. N'essayez pas de le saisir. Soyez-le. Donc je suis l'expérience. Certainement. Mais là, ce que vous avez dit, on peut le laisser passer. Ça, c'est comme une réponse. Cette réponse, je suis l'expérience, c'est une compréhension, ça. Ça, c'est vous avez saisi quelque chose. On va laisser passer ça. Vous avez saisi quelque chose. On va laisser passer ça. Est-ce qu'on avait été au bout de la question? Est-ce que c'était complet? Non. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que... Je démarre cela.
J'ai lu dans votre livre Pétale d'éveil que le monde n'existe pas en dehors de notre mental. Je ne saisis pas très bien. Si c'était possible. D'abord, ça c'est une affirmation. Mais vous savez que dans le livre, il y a beaucoup d'affirmations contradictoires. Souvent, elles sont juste après, mais parfois elles sont un peu plus loin dans le livre. C'est simplement pour pointer vers quelque chose. Parce que quand vous endormez le soir et que vous rentrez dans le monde du rêve et puis du sommeil profond, est-ce que le monde existe encore? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas, il n'y a plus rien. Simplement l'être. Puis le matin, vous vous réveillez, le monde existe. Parce que vous le percevez. Mais vous ne savez pas. Il n'y a pas une réponse à cette question. Ce que je veux dire, c'est que chaque matin, le monde apparaît à travers vos yeux et votre mental. Mais si les croyances changent, ou que vous êtes moins enclin à croire vos croyances, n'est-ce pas? Là, le monde que vous voyez va changer. D'accord? Par exemple, comme dans ce film, là, il y a une vingtaine ou 25 ans ou 30 ans, les deux sont tombés sur la tête avec la bouteille de Coca-Cola qui arrive en bas, là, en Australie, chez je ne sais pas quelle peuplade, et puis d'abord ils voient un avion, et ils n'ont pas un concept que c'est un avion, et puis ils voient une bouteille de Coca-Cola, c'est absolument extraordinaire pour eux. Donc c'est-à-dire que votre mental, il conditionne le monde, comment vous le voyez. D'accord? Donc ça veut dire que si votre mental, il n'est plus là, le monde tel que vous le voyez, il n'est plus là non plus. Donc c'est à deux niveaux ce que je dis. Toutes vos croyances, elles conditionnent ce que vous voyez. Plus vous êtes libre de vos croyances, plus vous allez voir le monde tel qu'il est, et pas tel que vos croyances le montrent. D'accord? Le monde pour un athée, c'est pas le monde que pour un catholique, c'est pas le même monde qu'un juif, et c'est pas le même monde qu'un nazi, ni qu'un islamiste. C'est des mondes très différents. D'accord? Donc, votre mental, il conditionne le monde que vous voyez. Le jour où vous ne voyez plus le monde à travers votre mental, mais que vous le voyez de manière directe, voilà, le monde de votre mental n'existe plus. Par exemple, vous pouvez vous lever le matin en pensant que vous vous appelez comme si, que ça c'est votre travail, puis que ça c'est votre époux, et que vous êtes dans telle ville, etc., etc. Mais peut-être vous levez un matin, et vous avez l'Alzheimer, vous ne pensez plus rien. Je ne vous souhaite pas en s'entendre, mais je veux dire, la personne, son monde, il n'est plus là. D'accord? Donc le monde, vous voyez, il est conditionné par votre mental. Et dans le sommeil profond, chaque nuit, chaque être humain fait l'expérience ultime. Et on cherche l'expérience ultime, on la fait toutes les nuits. Dieu, dans sa bonté, nous a donné l'expérience ultime du sommeil profond. Tout le monde fait l'expérience du rien, du vide, il n'y a plus rien, tout disparaît. Il y a des gens qui ont plus ou moins facile à s'endormir, plus ou moins difficile, mais tout le monde y parvient quand même, parce qu'on ne sait pas rester une vie entière sans dormir. Et finalement, à un moment ou à un autre, même si pour certaines personnes c'est à 3h ou à 4h du matin, ils vont finir par faire l'expérience qu'on a appelée sommeil profond. Mais ça, c'est juste des mots, pour dire que tous les êtres humains, ils font l'expérience mystique ultime toutes les nuits. Et puis le matin, alors qu'ils ont fait l'expérience ultime, ils croient tout ce que leur mental leur raconte. Mais le monde, c'est aussi ce que vous expérimentez dans le sommeil profond. Et ça, tout le monde le fait. Mais on se réveille le matin, on dit j'ai passé une bonne nuit, j'ai mal dormi, Non, on fait tous une expérience mystique, la plus profonde qui soit, chaque nuit. Tout disparaît. Et le matin, quand tout a vraiment disparu et qu'on n'a vraiment pas fait de rêve, on est bien. Et on n'est plus dispo à être de nouveau ouvert à ce monde qu'on perçoit. Alors si, donc,
s'éveiller, c'est aussi se rendre compte que c'est quand on dort que la réalité elle est là. C'est ça que j'ai voulu dire. Donc il ne faut pas s'éveiller. Il faut certainement rien. Chacun est parfait comme il est. Merci. Merci. Merci.